Comment gérer la charge mentale après l'arrivée d'un bébé? Madame a un bébé de 5 mois et en plus de son rôle de mère, Madame a un emploi à temps partiel en full télétravail. Madame s'occupe de son bébé quasiment 99% du temps. Pourtant, Madame est mariée. Mais chaque fois qu'elle demande à Monsieur de l'aide pour s'occuper de leur fils, l'aide qu'il propose le plus spontanément, c'est de sortir faire une promenade en poussette car pour lui, c'est plus facile. Au moindre signe d'agitation du bébé, monsieur remet rapidement bébé dans les mains de maman. Du coup, dans le meilleur des cas, monsieur aide un peu avec les tâches ménagères si on lui dit quoi faire. Mais dans la plupart des cas, il passe son temps sur ses jeux vidéo, laissant madame assumer l'intégralité de la charge mentale. Résultat, en plus de la fatigue physique, madame est épuisée mentalement et se sent seule dans la responsabilité de penser pour deux, voire pour trois. Du coup, madame prend son courage à deux mains. Elle expose sa situation publiquement sur Internet pour chercher du soutien et sur les milliers de conseils qu'elle a reçus, elle a trouvé 38% de bons conseils, 57% de super conseils. Donc, dans cette vidéo, on va analyser les meilleurs conseils que madame a reçus pour alléger sa charge mentale et mieux partager les responsabilités. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais vous partager mes meilleurs conseils qui répondent à 3 questions principales. Comment passer de une dispute par jour à une dispute par semaine? Comment madame peut obtenir de monsieur ce dont elle a besoin sans avoir à lui demander constamment? Et comment diviser la charge mentale par 3 et multiplier le temps libre par 2. Mais bon, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur les pires conseils que madame a reçus parce que c'est ceux qui sont les plus marquants et que c'est eux qui influencent le plus notre comportement au quotidien. Alors on a des commentaires de femmes qui partagent leur expérience et qui disent: je décide de souffrir en silence par peur de critiquer mon mari, par peur d'être vue comme ingrate, par peur que rien ne change même si j'aborde le sujet. Si je demande de l'aide, je dois vérifier que c'est bien fait, donc à quoi bon? Autant le faire moi-même. Je dois tout organiser et tout penser pour lui, même s'il est prêt à aider. C'est épuisant. Je l'aime, mais je veux que ça change. J'en suis arrivé à un point où j'accepte que c'est moi qui ai choisi cet homme comme père de mon enfant, donc je me résigne à tout faire. Alors, ce sont des situations qui existent et ce sont des conseils qui peuvent s'entendre si effectivement on est dans une situation où les responsabilités sont réparties inégalement de manière temporaire pour une raison particulière comme la maladie, la charge de travail ou des choses comme ça, mais en tout cas tant que ça reste temporaire. Ça peut s'entendre également si le sacrifice est volontaire et limité dans le temps, avec une répartition équitable prévue à moyen long terme. Mais là où ça peut être dangereux, c'est si la situation dure trop longtemps, en tout cas beaucoup plus longtemps que prévu. Si ça participe à perpétuer un déséquilibre permanent dans la répartition des tâches et des responsabilités, si ça conduit à une accumulation de fatigue physique et mentale, si ça fait des situations où il y a toujours les besoins de monsieur qui sont favorisés et les besoins de madame qui sont négligés, là, ça ne va pas être de bonne manière de réagir à la situation. Alors maintenant, on a des commentaires qui concernent l'impuissance supposée des hommes. Alors, ce que je vois ici, c'est une impuissance apprise. Je suis papa, donc je suis inutile. Elle est maman, donc elle sait forcément quoi faire mieux que moi. Ouais, non, ça marche pas. Désolé, mais les mamans ne naissent pas en sachant tout faire. C'est un mythe courant, bizarrement, et surtout chez les partenaires masculins. Nous les femmes, on doit tout apprendre comme vous à la naissance. Et il n'y a pas de truc secret de maman. Elle a simplement passé plus de temps avec le bébé, mais cela ne veut pas dire que monsieur ne peut pas faire la même chose. Ben ça en fait, ce sont des commentaires qui ne sont pas si destructeurs que ça. Ce sont des conseils qui sont plutôt judicieux à suivre en fait. Ou en tout cas, c'est une prise de conscience que quand les deux parents, quand bébé arrive, en fait, les deux parents sont sensiblement au même niveau de compétence en tout cas. Mais que dans tous les cas, il y a une grande marge de progression en termes de connaissances, une grande marge de progression en termes de compétences et qui est accessible aux deux parents. Donc, si on peut faire ce chemin-là ensemble, c'est bien sûr le meilleur chemin à suivre. Alors maintenant, on a des conseils qui sont vraiment destructeurs pour le coup. Donne-lui 2 semaines pour se ressaisir ou tu te diriges directement chez un avocat spécialisé en divorce. Les hommes ne semblent comprendre la gravité de la situation que lorsque une femme menace de divorcer. Autrement, ils n'écoutent rien du tout. C'est pourquoi tant de mariages échouent après la naissance d'un enfant. Je n'ai jamais compris avant, mais c'est parce que personne ne te dit qu'il y a de fortes chances que ton mari devienne un con et que tu finisses par tout faire toi-même, même s'il était génial avant le bébé. Tu peux penser au divorce.
La seule façon d'être pris au sérieux, c'est de poser un ultimatum. S'il refuse de changer, alors la séparation est la seule option. Alors, ce sont des conseils qui sont valables dans certaines situations, comme par exemple quand il y a des violences verbales, des violences physiques, des violences émotionnelles et que l'intégrité de madame est en danger ou la santé mentale des enfants est mise en danger. Ce sont des conseils qui sont très judicieux. Par contre, là où ça peut être dangereux pour une relation, si on veut maintenir cette relation, si on veut améliorer cette relation-là, ça peut être dangereux quand le problème, en fait, c'est que c'est principalement une difficulté de communication ou de partage des tâches. C'est compliqué quand le partenaire il est prêt à écouter, il est prêt à s'améliorer, mais il a juste besoin de soutien et de patience pour y parvenir. Ouais, le mettre un ultimatum, ça va pas être forcément la meilleure solution. Et ouais, la menace de séparation, quand la menace est utilisée comme solution par défaut pour traiter tous les conflits, en fait, c'est destructeur pour la relation. Et ce n'est pas forcément les meilleurs conseils à suivre dans toutes les situations. Alors là, on a vu les conseils qui se concentraient surtout sur la dissolution claire et nette du couple. Maintenant, on va se concentrer sur les conseils qui favorisent quand même l'amélioration de la situation. Parce que c'est ça qui est l'idéal. Alors, je fais la même chose avec mon mari. Je lui demande, tu préfères préparer le goûter ou t'occuper du bébé? Donc, quand je lui demande ça, ça marche super bien et au moins chacun a une tâche à faire. Alors, parfois, il suffit juste de lui laisser le choix. Quand je dis je vais à la douche, tu gères le bébé ou alors tu ranges la cuisine, c'est beaucoup plus facile pour lui de choisir et moi, je ne fais pas tout. J'ai découvert que lui donner deux options, ça le motive plus et au final, les deux tâches sont faites sans qu'il se sente contraint. Donc ça, c'est une manière de faire qui est plutôt orientée vers les solutions. Ok, il y a un problème, c'est qu'il y a pas mal de choses à faire et je me sens submergé et je me sens pas... Ouais, je vais pas pouvoir faire tout seul en fait. Donc je demande à l'autre personne, hey, il y a ça à faire. Est-ce que tu préfères faire ça ou ça? Donc, on est directement concentré sur la résolution du problème, c'est-à-dire les tâches à faire, plutôt que sur la frustration ou la colère. Alors, on a le droit de ressentir la frustration et la colère, mais du coup, quand la communication est plus focalisée sur la résolution du problème, on résout plus facilement le problème. Maintenant, là, les conseils qui consistent à demander de l'aide, demander du soutien, ou en tout cas demander au partenaire de faire sa part du boulot, mais sans forcément avoir à lui demander, juste en mettant en amont des responsabilités claires pour chacune des personnes. Donc, on a par exemple, il est important de lui donner des responsabilités claires comme faire la vaisselle chaque soir. Si on définit bien le cadre, il n'aura plus besoin qu'on le surveille constamment. Choisissez quelques tâches que lui, il doit gérer de A à Z. Par exemple, s'occuper du linge, du repas ou des animaux. Le but, c'est qu'il se sente responsable et que vous n'ayez plus à y penser. Confiez-lui des tâches complètes avec tous les détails à gérer. Ainsi, il n'y aura pas d'ambiguïté sur qui fait quoi. Et cela lui permettra de comprendre l'importance de ce qu'il fait pour le bien-être de la famille. Alors ça, ce sont des conseils qui sont particulièrement utiles déjà pour... mieux répartir les choses pour ne pas empiéter sur les plates-bandes de l'autre, c'est-à-dire que ok, ça ce sont tes tâches, tu les fais et ça permet du coup d'avoir à éviter, ça permet d'éviter d'avoir à faire des remarques constantes sur ouais mais t'as pas fait ci comme ci, il fallait faire comme ci comme ça, ok, c'est toi qui gères, tu gères comme tu gères, par contre ça c'est moi qui gère, je gère comme je gère, donc ça permet d'éviter pas mal de conflits qui interviendraient quand on essaie un peu de marcher sur les plates-bandes de l'autre. Si chacun a ses responsabilités, au moins on peut se dire que toi tu fais tes affaires et tu les fais comme tu l'entends, moi je fais mes affaires et je les fais comme je l'entends. Donc c'est une amélioration en tout cas des choses par rapport au conseil destructeur qu'on entendait tout à l'heure. Alors toujours sur la même lancée, on a d'autres commentaires qui favorisent toujours l'autonomie. Donc on a... Pour mon mari, ce n'était pas facile au début de savoir comment interagir avec le bébé, mais je lui ai simplement donné la tâche de l'occuper pendant 1 heure. Maintenant, il trouve des idées et il prend ça au sérieux. Mon mari devait être seul avec notre fils pour comprendre ce qu'implique vraiment être un parent. Maintenant, il sait gérer seul des activités et ne me demande plus tout le temps quoi faire. Les premières fois, c'était difficile pour mon partenaire d'être autonome, mais je lui ai donné un objectif. Faire une activité éducative par jour avec notre enfant. Cela l'a motivé à apprendre par lui-même et à se sentir compétent. J'ai demandé à mon mari de prendre en charge l'activité physique quotidienne de notre bébé pour qu'il se familiarise avec le développement moteur. Je ne lui donne pas d'instructions précises, il cherche ses propres idées. Donc ça, ce sont des conseils qui sont plutôt bons à suivre, surtout quand monsieur, en fait, il a envie de s'impliquer, il ne sait juste pas forcément comment faire ou quoi faire, à quel moment.
Donc en lui donnant de l'autonomie, en le responsabilisant, en lui donnant sa place en fait. Tu es parent, comme moi aussi je suis parent. Donc vas-y, débrouille-toi. Comme moi aussi je dois apprendre à me débrouiller. Là aussi c'est ton tour d'apprendre à te débrouiller. Et quand on cadre le problème comme ça, c'est-à-dire que bon, personne ne sait vraiment quoi faire exactement. Personne ne sait, n'a la solution forcément parfaite. On est juste deux parents en train d'apprendre le job sur le tas. On est directement embauché. C'est un stage, mais il n'y a pas de stage en fait. C'est directement, on a le poste et il faut qu'on gère sur le poste. Donc, ouais, donner de l'autonomie, ça permet à chacun de développer les compétences nécessaires, de se rendre compte de qu'est-ce qu'il y a à faire, de comment ça fonctionne. Et ouais, si chacun peut avoir un peu de liberté, un peu de place, un peu son espace personnel pour grandir, pour développer ses connaissances, pour développer ses compétences, c'est beaucoup mieux que de se retrouver dans des situations où on se critique les uns les autres. On ne reconnaît pas la progression de l'autre. On est en train de... Ouais. Ouais, en gros, favoriser la progression de chacun, c'est toujours mieux que de critiquer le fait qu'on n'a pas atteint tel niveau d'exigence. Si on reconnaît que moi, je suis en train de progresser et que toi aussi, tu es en train de progresser, c'est déjà une bien meilleure direction dans laquelle aller, quoi. Donc là, c'était les conseils qui concernaient surtout les problèmes, en tout cas la solution des solutions pratico-pratiques, donc sur la liste des tâches, l'autonomie du parent, le développement de compétences. Là, on va rentrer dans... On était déjà quand même dans des conseils qui étaient plutôt pas mal, hein. Au-delà de la gestion des tâches à faire, quand on commence à arriver dans comment dire, le fait de favoriser la progression du partenaire, là, on n'est plus dans le pratico-pratique. On commence déjà à rentrer dans des solutions... ouais, les solutions tip-top, quoi. Les solutions qui portent sur la dynamique de couple, le développement personnel de l'individu et la croissance de chacun des parents dans son rôle de parent. Là encore, on a des commentaires qui se focalisent sur l'effort du partenaire. Je dois admettre que mon mari est formidable avec notre fille, même s'il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il ne sait pas vraiment comment l'amuser et ils se frustrent tous les deux facilement. Mais à 12 mois, ils ont commencé à vraiment se connecter et maintenant, il adore passer du temps avec elle. Je suis tellement reconnaissante d'avoir un mari aussi merveilleux qui me soutient à 100% et veut me voir heureuse, alors que ce n'était pas le cas au début. En tout cas, j'en avais pas l'impression. Tout le monde n'a pas cette chance, alors je dois lui montrer plus de gratitude. Donc ces conseils-là, ils sont particulièrement intéressants parce que le fait de reconnaître l'effort du partenaire, à court terme, il se sent valorisé. Il sent que, ok, il a fait preuve d'initiative, il a voulu aider, et là tout de suite, on lui dit, ouais, c'est bien, continue, c'est bien ce que tu fais, continue, je crois que tu vas progresser, donc vas-y, continue tes efforts. Donc ça déjà, immédiatement à court terme, c'est déjà bénéfique. Et puis à long terme, à force de répéter les efforts, à force de prendre de plus en plus d'initiatives, de développer de plus en plus d'efforts, ça fait qu'il va développer ses connaissances, ses compétences, et il va croître, il va devenir de plus en plus autonome, il va de plus en plus maîtriser en fait le job à faire. Et c'est vraiment très intéressant, en tout cas, même en tant que partenaire, si on est celui qui connaît plus ou qui est le plus compétent, ouais, l'idéal, c'est vraiment d'encourager l'autre à poursuivre ses efforts pour que lui aussi, il devienne connaissant, il devienne sachant et il devienne compétent. Donc, toujours sur la même lancée, on a quelqu'un qui nous dit que mon mari et moi, nous avons suivi une thérapie individuelle et ça a bien mieux marché qu'une thérapie de couple. C'est mieux de travailler sur soi-même et quel que soit le sujet abordé, le thérapeute ne le verra pas comme une critique de ton mari. Il rendra la discussion plus productive, en tout cas plus centrée sur ton développement personnel. Alors, ce qu'il y a de bien dans cette solution-là, c'est que le fait de travailler sur soi en thérapie individuelle, ça permet de mieux comprendre ses propres besoins, ses défis, ses désirs, ses obstacles, ses frustrations, ses colères, ses émotions, ses comportements. Et quand on se comprend mieux, on comprend mieux également de quoi on a besoin. Et quand on comprend mieux de quoi on a besoin, c'est beaucoup plus facile de le communiquer à son partenaire. Et du coup, ça réduit les tensions de couple, ça réduit tous les malentendus, tous les « ah, j'ai l'impression qu'il fait ci », ça réduit tout ça en fait. On apprend beaucoup plus à exprimer directement ce dont on a besoin, sans forcément être dans le reproche ou ce genre de choses. Et du coup, la communication, elle est plus fluide, il y a il y a de moins en moins de disputes et on va de plus en plus rapidement vers la résolution du problème. Et puis à long terme, ce que ça a comme avantage aussi, c'est que si à court terme, ça réduit les disputes visibles, à long terme, ça renforce la complicité dans le couple, il y a une meilleure capacité à résoudre les problèmes ensemble, il y a, on met en place une dynamique de communication qui favorise un climat de soutien, un climat de confiance, on sait qu'on est en sécurité en couple, qu'on n'est pas en train de se faire la guerre.
et ça permet d'éviter l'accumulation de frustration. Ça permet de maintenir une relation qui est épanouissante sur le long terme, quoi. Donc, ça vaut vraiment le coup d'utiliser ce genre de solution. Et là, on a encore de super conseils qui concernent l'évolution de madame dans son rôle parental, mais aussi l'évolution de monsieur dans son rôle parental. On a mon mari était comme ça, donc ouais, mon mari était pas tip top au début avec notre premier enfant quand il était bébé, mais maintenant qu'il a 5 ans, il passe énormément de temps ensemble. Quand j'étais enceinte de notre deuxième, il a pris en charge toute la routine du soir avec l'aîné. Il était génial. Il est génial maintenant. Il est génial maintenant qu'il est plus à l'aise dans son rôle de père avec un enfant plus grand, quoi. Ensuite, on a beaucoup de papas ont du mal avec les bébés et finissent par se sentir bien plus impliqués quand les enfants commencent à marcher ou ramper. Il peut tout de même finir par devenir un papa génial et très impliqué. Il faut juste lui donner du renforcement positif quand il fait des efforts. Ce que j'ai remarqué, c'est que les choses changent beaucoup pour les bébés entre 6 et 9 mois. Ils deviennent plus interactifs et ils disent même papa avec un grand sourire. C'est souvent là que le lien se renforce avec le papa et que du coup les papas ressentent la connexion que beaucoup de mamans ressentent depuis la grossesse. Du coup, ces conseils-là, ils sont super intéressants parce que ça nous rappelle que tout le monde n'est pas forcément prêt au même moment. Des fois, c'est monsieur qui n'est pas prêt tout de suite après l'accouchement. Des fois, c'est madame qui n'est pas prête tout de suite après l'accouchement. Mais en tout cas, qu'il y a une phase d'évolution et le temps de s'adapter en fait à ce nouveau rôle-là, ça permet de se dire que ok, c'est une phase temporaire, ça ne va pas être tout le temps comme ça. Soit la dynamique va changer, soit je vais changer, soit mon partenaire va changer, soit on va s'entraider, il va se passer quelque chose, mais que ce qui est en train de se passer là tout de suite n'est pas voué à se continuer pendant les 10, 20, 30 prochaines années et que ça permet de retirer un peu de pression sur le moment présent. Ça permet de retirer de la pression sur ouais, qu'est-ce qui est en train de se passer immédiatement, les tensions, les disputes immédiates. Et ça permet de prendre un peu de recul et de se dire que en fait, les choses évoluent. Donc ça, c'est plutôt réconfortant, rassurant. Donc ça, ce sont plutôt de bons conseils pour permettre de baisser la tension qui est présente là tout de suite. Donc on a vu les conseils destructeurs, on a vu les conseils qui étaient pratico-pratiques et on a vu les conseils qui permettent de reforger l'alliance dans le couple, qui permettent de favoriser la croissance de l'individu, de monsieur, de madame pour devenir de meilleurs parents tout au long de la progression de la parentalité. Et si vous voulez savoir mes meilleurs conseils pour pouvoir répondre à ces 3 questions-là, c'est-à-dire comment passer de une dispute par jour à une dispute par semaine, comment obtenir de monsieur tout ce que madame a besoin sans avoir à lui demander constamment et comment diviser la charge mentale par 3 pour pouvoir multiplier le temps libre par 2. J'ai synthétisé mes meilleurs conseils dans un petit document, il y a quelques pages que vous pouvez télécharger en cliquant dans le premier lien dans la description.